Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer à mon tour par remercier la Parisienne Libérée, parce que diable, ça fait du bien en ce moment d'être ici, d'être nombreux, de sourire et de passer de la gravité au sourire avec des chansons engagées. Et je crois que voilà, symboliquement, c'était important qu'elles viennent. Et en plus, moi, ça fait des années que je suis fan, donc je suis vraiment très très heureuse qu'elle ait pu introduire ce meeting. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai une citation de Paul Valéry qui me trotte dans la tête, une citation sans doute que vous connaissez, qui dit « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et je crois que c'est ce que nous sommes tous en train de faire, que c'est la raison pour laquelle il était essentiel que nous soyons nombreux ici ce soir, que nous fassions masse et que nous fassions office d'une certaine manière d'antidote face au poison qui est distillé dans les discours relayés par les grands médias, les déclarations martiales du gouvernement, les discours de haine, et puis plus localement les promesses de campagne de nos concurrents, que pourtant tous les faits contredisent. Voilà 40 ans qu'on les entend, et on attend toujours le changement. Ils nous parlent d'emploi, de retour de la croissance, d'inversion de la courbe du chômage, et ce matin, on apprend que le mois d'octobre bat un nouveau record. Depuis 2013, il n'y avait pas eu une hausse aussi importante, plus 55 000 chômeurs juste pour le mois d'octobre. Ils nous parlent d'écologie et de démocratie, et en même temps, ce qu'on voit fleurir, malheureusement, ce sont des assignations à résidence, des perquisitions chez des maraîchers bio, des blocages de convois comme celui de Notre-Dame-des-Landes et des marches pour le climat interdites. Alors si l'état d'urgence pouvait s'entendre en réaction immédiate aux attentats qui ont frappé Paris, la prolongation de cet état d'urgence et la criminalisation qui est faite aujourd'hui des mouvements sociaux, des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux et tout simplement de la mobilisation citoyenne est évidemment pour nous totalement inacceptable. Et hélas, pendant ce temps, évidemment, c'est un boulevard qui s'ouvre à Laurent Wauquiez, qui lui ne se pose pas les questions de fusion de second tour, puisque la fusion idéologique avec le Front National est déjà bien entamée. Après avoir traité les bénéficiaires des revenus minimums sociaux d'assistés, il a ensuite fait preuve de la plus grande indignité. Dès le samedi suivant les attentats, en parlant de centre d'internement, une mesure qui par ailleurs est anticonstitutionnelle pour un député, c'est un peu dommage. Et puis, il a continué à surfer sur la vague d'émotions légitimes qui avait saisi notre pays, en avançant des propositions de portiques de sécurité qu'il voudrait installer dans la région devant tous les lycées, toutes les MFR, toutes les maisons de retraite, en proposant des milliers de caméras de vidéosurveillance pour répondre, soi-disant, aux besoins de sécurité de nos concitoyens. Nous avons fait remarquer à M. Wauquiez qu'une caméra de vidéosurveillance n'est pas capable de réagir en cas de problème et qu'un portique de sécurité ne peut pas se déplacer et intervenir non plus en cas de problème, que ni l'un ni l'autre ne sont capables de faire de la prévention, que ni l'un ni l'autre ne sont capables de repérer des jeunes en détresse ou des phénomènes de radicalisation. Et nous avons rappelé à messieurs Hollande, Wauquiez, Valls et consorts, que ce que nous disons depuis des mois, des années sur les politiques d'austérité qui réduisent les moyens humains, nous sommes heureux qu'ils les redécouvrent, puisque aujourd'hui, M. Hollande admet que le pacte dit de sécurité doit primer sur le pacte de stabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire tout simplement ce que nous disons nous depuis des semaines et depuis des mois, c'est que ce sont de moyens humains dont nous avons besoin. Pour répondre à ce besoin de sécurité
de nos concitoyens. Ce dont nous avons besoin, c'est d'agents formés dans les gares, dans les transports en commun, d'adultes dans les établissements d'enseignement, dans nos lycées. Voilà ce dont nous avons besoin, et non pas de ces réponses sécuritaires. En même temps, il faut reconnaître une chose à Laurent Wauquiez, c'est qu'il est assez cohérent, puisqu'il a sur ses listes, dans le département du Rhône, une vieille copine de quelqu'un qu'on connaît bien ici dans la Drôme, Hervé Mariton, un autre député maire. Cette candidate, c'est Anne Lorne, qui a félicité le maire Front National d'Hénin-Beaumont lorsqu'il a fermé le local de la Ligue des droits de l'homme, et qui s'est engagée publiquement, si elle est élue conseillère régionale, à tout faire parmi ses premières actions à la région pour supprimer toute subvention au collectif de l'inter-LGBT et à SOS Racisme. Alors nous voilà prévenus. Nous sommes sur la crête, nous sommes dans ce clair-obscur dont parlait Gramsci, d'où surgissent les monstres quand le vieux monde se meurt et que le nouveau tarde à apparaître. Nous avons déjà vécu des époques sombres au niveau de la région. Nous nous souvenons tous qu'en 1998, Charles Millon a remporté la région avec les voix du Front National. Alors notre responsabilité ce soir, dans les jours qui viennent, c'est d'accélérer la marche du monde et de faire en sorte que ce nouveau monde ne tarde plus trop à apparaître. C'est la raison pour laquelle, après avoir suspendu naturellement notre campagne le temps du deuil national, avec un petit peu de difficulté parfois, je dois le dire, pour ne pas répliquer aux propos odieux dont nous étions témoins. Donc après avoir suspendu cette campagne, eh bien, nous avons éprouvé le besoin de la reprendre. Nous avons estimé même vital de faire entendre une autre voix, un autre projet, et comme le disait Rudyard Kipling, d'arriver à être dur sans être en rage, et d'arriver à être brave sans être imprudent. C'est une situation compliquée, puisque nous sommes dans un hiatus démocratique avec des dates des élections qui ont été maintenues au 6 et 13 décembre, en même temps que l'état d'urgence était prolongé, en même temps qu'un certain nombre de débats entre les candidats étaient annulés sur les antennes, notamment de France Télévisions. Alors encore une fois, merci d'être là ce soir. Ça devient presque un acte de résistance que de participer à ce type de meeting. Nous le faisons avec l'assurance et la tranquillité de ceux qui n'ont pas varié. Depuis le début de cette campagne, depuis le début de la construction du rassemblement, voilà maintenant plus d'1 an, eh bien, nous avons bâti tout notre projet sur des valeurs qui reviennent aujourd'hui au goût du jour, les valeurs de coopération, de partage, de solidarité, et sur notre devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà sur quoi nous avons basé notre projet, qui a été le fruit, pour le coup, d'une participation citoyenne et de moments de débat qui ont commencé cet été avec des groupes de travail où plus de 250 personnes ont participé à l'élaboration des premières mesures qui ont ensuite été mises en débat dans des cafés citoyens. Dans la Drôme, nous en avons eu une petite dizaine sur tout le département. Et puis toutes ces propositions, elles ont été brassées, synthétisées et validées et priorisées par notre assemblée représentative. Notre assemblée représentative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la conviction que nous avions qu'on ne pouvait plus continuer à prendre des décisions aussi importantes qui impliquent la vie des gens, simplement à 3 ou 4 dans un bureau entre représentants d'appareils politiques. Et qu'il y avait besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres et de faire en sorte que ces décisions soient prises de manière beaucoup plus collégiale, beaucoup plus transparente et de manière beaucoup plus ouverte en termes de discussion. Donc cette assemblée représentative, c'est 70 personnes, certains sont élus, d'autres pas, certains sont militants de partis politiques, d'autres appartiennent à aucune organisation, certains ont été désignés au niveau régional et d'autres au niveau local.
Et tous ont des cultures différentes, des origines différentes, des points de vue parfois différents sur les sujets qui nous animent, mais font l'effort de dialoguer, d'avoir un vrai débat argumenté et d'arriver à des décisions qui soient prises pour l'intérêt général et non pas pour la somme de leurs intérêts particuliers. Je crois que c'est ça la démocratie et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette assemblée représentative. Elle a déjà été réunie pour valider nos listes de candidats, pas seulement à l'applaudimètre, hein, il y avait des vrais cas à traiter et à trancher qui l'ont été par l'assemblée représentative. Elle a validé le projet et c'est elle aussi qui se réunira le 6 décembre au soir, donc au soir du premier tour, pour décider de notre stratégie pour le second tour. Donc vous voyez que nous allons jusqu'au bout de la logique et que nous jouons le jeu. Si nous le faisons, c'est pas juste pour pouvoir dire qu'on fait pas comme les autres ou qu'on fait de la citoyenneté active ou je ne sais quelle autre expression. Si on le fait, c'est parce que nous avons tous le même constat et la même souffrance parfois de voir à quel point nous autres responsables politiques ou élus sommes regardés de travers bien souvent par les électeurs et par les citoyens. Nous avons tous mesuré le fossé qui se creusait, le rejet, disons-le, de la politique de la part des citoyens et nous partons donc du principe que pour que notre projet soit audible, pour qu'il soit partagé et pour qu'il y ait une mobilisation avec nous, nous avons besoin de renouer ces liens de confiance, de dialogue. Et pour donner des garanties que les voix de ces électeurs seront respectées et que nous porterons bien leur projet, eh bien nous nous sommes munis de principes, d'une charte éthique qui précise, par exemple, qu'aucun des élus du Rassemblement ne cumulera son mandat de conseiller régional avec un autre mandat. Cette condition, elle est absolument fondamentale. Ça fait des années que le milieu politique parle de ce fameux non-cumul des mandats. La loi est sans cesse repoussée. Nous avons donc décidé de nous l'appliquer sans attendre la loi. Et à ma connaissance, nous sommes les seuls à être allés jusqu'au bout de cette détermination. C'est l'Assemblée représentative. J'en ai parlé tout à l'heure, nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait ailleurs. Je sais que nous avons parmi nous ce soir monsieur le maire de Saillant qui a été porté à la mairie par une démarche 100% citoyenne. Et si j'en parle, c'est parce que la manière dont le Conseil des sages s'est mis en place à Saillant, aux côtés des élus municipaux, est évidemment quelque chose qui nous a inspiré pour la mise en place de cette assemblée représentative qui ne sera pas dissoute au soir du second tour, mais qui continuera à nous accompagner tout au long du mandat à venir. Voilà, il y a une expression qu'on a beaucoup utilisée pendant cette campagne, et j'espère qu'on va continuer à l'utiliser, c'est « on le dit, on le fait ». Je crois que c'est peut-être ça, finalement, la marque de fabrique la plus essentielle de ce rassemblement. Et Lisa Martin, qui est là, pourra témoigner de la mise en place aussi de cette marque de fabrique « on le dit, on le fait » à Grenoble. C'est inédit. Très honnêtement, ça bouscule. C'est pas totalement parfait, mais je peux vous dire que déjà, ça change pas mal de choses. Que oui, ça change d'avoir des candidats qui sont ancrés dans la vraie vie, comme le disait Justine tout à l'heure, d'avoir sur nos listes aussi bien un instituteur qu'une cinéaste, qu'une formatrice, un prof de philo, une chômeuse, un paysan ou un syndicaliste. Tout comme ça change aussi d'avoir 8 femmes sur 13 têtes de liste départementales. Mine de rien, je peux vous dire que c'est une petite révolution en politique. Comme quoi bousculer la donne, renouveler les pratiques, sortir de la fatalité, c'est possible.
Et c'est possible aussi en matière de projet et de financement du projet. Parce que bien souvent, on nous reconnaît le fait d'avoir de bonnes idées, et puis très vite, on est arrêté par, vous savez, ce fameux discours comme quoi les caisses de l'État seraient vides, les caisses de la région aussi, qu'il faut se serrer la ceinture, et que donc tout ça c'est bien joli, mais vous allez faire comment pour le financer, puisqu'il n'y a plus d'argent? Et bien, une fois de plus, on a démonté ce discours officiel de manière très concrète. Pardon. On a pris le mandat écoulé sur Auvergne et sur Rhône-Alpes et on a repris un par un toutes les dépenses pour des projets inutiles, voire nuisibles, toutes les aides qui ont été données à des grandes entreprises comme ST Microelectronics en Isère, à qui on a filé 25 millions d'euros, sans aucune contrepartie, qui sont des entreprises qui font des profits, qui versent des dividendes à leurs actionnaires et qui font des plans de licenciement. On a additionné toutes ces dépenses inutiles, contre lesquelles nous avons évidemment voté, les élus sortants du Rassemblement, et on s'est rendu compte que si on avait été majoritaire sur ce mandat, on aurait pu économiser et réorienter 334 millions d'euros. Alors 334 millions d'euros pour ST Microelectronics, c'est pas forcément grand-chose, mais 334 millions d'euros pour des associations, pour des paysans, pour des PME, pour des artisans, ça fait des grosses sommes. Ça fait des grosses sommes pour des gens qui bien souvent sont stoppés dans leur activité, dans leur création d'emplois, par des problèmes de trésorerie, tout simplement parce que les banques ne prêtent plus à ces gens-là. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que cet argent il soit réorienté là où il y en a besoin, là où c'est utile, et là où il y a des viviers d'emplois de qualité locaux à créer. Et nous avons eu l'occasion de vérifier, parce que nous avons évidemment pendant la campagne, comme toujours, rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs de tous ces secteurs, que oui, des créations d'emplois étaient possibles, ne serait-ce qu'avec des avances remboursables, bien souvent pour dépasser justement ces problèmes de trésorerie des petites entreprises. Nous avons évalué dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la bifurcation écologique, la transition énergétique, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments, c'est la question de l'agriculture paysanne, c'est la question des transports. Dans tous ces domaines-là, nous avons évalué et nous nous engageons sur ce mandat à la possibilité de créer 50 000 emplois. Là aussi, 50 000 emplois, évidemment, quand on compare aux 55 000 chômeurs de plus au mois d'octobre, c'est peu à l'échelle du désastre national auquel nous sommes confrontés, mais 50 000 emplois, c'est la vie de plus de 100 000 personnes qui changent au quotidien, et c'est une grande bouffée d'oxygène et un grand élan qui peut se mettre en place au niveau de la région. Et puis, puisqu'on parle aussi ce soir de climat et de la COP21, c'est aussi une manière pour nous de lancer le message qu'au-delà des discours et des blablas des chefs d'État qui vont se réunir au Bourget et dont on n'attend plus grand-chose, il y a aussi des solutions locales qui peuvent être mises en place pour contribuer à cette lutte contre le dérèglement climatique, des solutions locales concrètes. Plusieurs ont été évoquées déjà par la Parisienne libérée, le refus des grands projets inutiles et imposés qui risquent d'aggraver la situation, le fait de remettre des camions sur les trains en matière de fret et de transport de marchandises, ou encore, puisque c'est aussi inscrit dans notre programme, le fait de déclarer la région Auvergne-Rhône-Alpes hors zone TAFTA. Tous ces points sont des points à la fois symboliques et en même temps très concrets. Et puis, je trouve que c'est important d'exprimer ça ici, dans la Drôme, parce que la Drôme, c'est aussi un des endroits avec l'Ardèche d'où est née la mobilisation contre les gaz de schiste, parce que juste à côté de nous, nous avons le Center Parcs de Roibon, parce que nous avons ce projet de gare dite gare patate ou gare lavande, selon qu'on est plus ou moins poétique, gare TGV d'Allan, et puis que la Drôme, c'est aussi la Biovallée, c'est aussi le plateau du Vercors, et que tout ça, ça veut aussi dire que
je crois que dans la Drôme, on est des têtes dures, qu'on a des idées. Et je viens de vous dire qu'on savait aussi comment les financer. Et aujourd'hui, on en a la volonté. Parce que ce qu'on porte avec le rassemblement, c'est tout simplement le bien vivre. C'est un projet d'avenir. Il nous reste une semaine pour convaincre un maximum de personnes autour de nous. Une semaine pour répéter face à ceux qui vont vouloir nous rejouer le coup du vote utile, qu'on n'est pas dans une élection présidentielle, que ce n'est pas les deux arrivés en tête qui sont qualifiés pour le second tour, qu'il n'y a pas de risque d'élimination au premier tour, et que pour une fois, on a la possibilité d'exprimer cette colère légitime, mais de l'exprimer de belle manière, de se faire plaisir, de voter pour ses idées, de voter pour un projet. Et dites-leur à tous ceux que vous allez rencontrer qu'on a vraiment besoin qu'ils nous donnent de la force, qu'on a vraiment besoin qu'ils nous donnent de la voix, et que s'ils nous donnent de la force et de la voix au moment de ce scrutin, eh ben, ils ne vont pas le regretter. Merci à vous.